Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Heureuse de vous entendre, impatient même de vous entendre sur cette analyse de la guerre en Iran et les bouleversements en cours au Moyen-Orient. C'est bien sûr la question de cette attaque conjuguée, Michel, des Américains et des Israéliens contre la République islamique d'Iran qui est au cœur de l'actualité de la semaine. Des frappes aériennes qui se poursuivent et qui ont décimé le premier jour de l'intervention, il y a tout juste une semaine, les principaux dignitaires et notamment l'ayatollah Khamenei, successeur de Khomeini. Qu'est-ce qui est en jeu, à vos yeux, dans ces attaques contre l'Iran? Neutraliser une menace nucléaire réelle? Empêcher l'Iran de tenter d'éradiquer Israël, comme il l'a toujours clamé? Est-ce une guerre de civilisation ou non? Et puis du côté du peuple iranien, qui s'est soulevé héroïquement dans les derniers mois, qui a été massacré sans pitié par les gardiens de la révolution, y a-t-il une possibilité de retrouver un régime non théocratique et pourquoi pas démocratique un jour? Pour l'instant, l'Iran est sous les bombes, mais y a-t-il une relève si le régime des mollahs venait à tomber? On évoquera aussi, Michel Onfray, les conséquences en France avec la grande inquiétude de nos compatriotes. La guerre est une réalité qu'ils ont parfaitement intégrée. La menace de l'Iran de s'en prendre à tous ceux, et notamment l'Europe, qui entreraient dans le conflit est à prendre très au sérieux. Notre pays a été endeuillé à de nombreuses reprises par des attentats terroristes commis par des proches des Iraniens. On se souvient des attentats de la rue de Rennes dans les années 80 et du Drakkar à Beyrouth où 58 parachutistes français avaient perdu la vie. La France s'engage aussi dans ce conflit au Moyen-Orient. Le président Macron a décidé l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle pour sécuriser nos bases dans la région, assurer leur sécurité évidemment, ainsi que nos ressortissants. Des accords de coopération militaire nous lient notamment aux Émirats arabes unis qui ont été attaqués par les Iraniens. Jusqu'à quel point pouvons-nous être entraînés dans ce conflit ? Le président Macron a aussi évoqué cette semaine la dissuasion nucléaire française, qui est la véritable garantie de la survie de notre nation, mise en place par le général de Gaulle. Une dissuasion qui associerait des partenaires comme l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark ou la Grèce, mais qui ne serait pas, selon Emmanuel Macron, une dissuasion partagée. Je suppose que cette idée vous hérisse, cher Michel, vous nous expliquerez pourquoi. Enfin, le point philo, à l'heure où cette guerre qui oppose les Israéliens et les Américains à la République islamique d'Iran, eh bien vous nous proposez une œuvre coécrite en 1933 par Einstein et Freud. Pourquoi la guerre? Ces deux hommes avaient répondu à la question, c'est passionnant. On y viendra à la fin de l'émission. On y va, Michel? On va commencer par ces bombardements intensifs sur Téhéran de la part des forces israéliennes et américaines. Le président américain et son état-major sont mobilisés H24 sur cette opération qui pourrait durer plusieurs semaines. Donald Trump s'est dit persuadé que l'Iran allait attaquer en premier. C'est pour ça qu'ils ont déclenché cette opération. Écoutez ce qu'il a dit à la Maison-Blanche. Nous négocions avec ces fous et selon moi, ils allaient attaquer. Si nous n'avions pas attaqué, ils allaient le faire. Et nous avons dépêché de très grands négociateurs, des négociateurs de grand talent, de grande expérience. Et au vu des négociations, je pensais qu'ils allaient attaquer en premier. Je voulais l'éviter, évidemment. Et donc, je crois que j'ai forcé la main d'Israël. Mais Israël était prête, nous étions prêts. Nous avons frappé lourdement car tout a été détruit. Là pour Donald Trump, on va se poser la question des buts de la guerre dans un instant, mais c'est vrai qu'il y avait une menace existentielle pour Israël, puisque l'Iran a toujours, c'est même dans sa constitution, voulu éradiquer l'État d'Israël. Donc ils allaient passer à l'acte à un moment ou à un autre, Michel? Écoutez, vous me faites l'amitié de cette émission pour que justement on puisse faire un peu d'histoire et de philosophie. Je pense que cette guerre a 1300 ans, presque 1400 ans. C'est-à-dire que quand le Coran arrive, qu'il soit dicté, qu'il soit donné, qu'il soit écrit, je ne sais quoi, c'est pas le sujet ici, eh bien, il dit très précisément qu'il faut en finir avec les Juifs. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Il y a eu un judaïsme, il y a eu un christianisme, il y a eu l'islam, et ça s'explique. Il y a eu effectivement des Juifs qui attendaient le Messie, des chrétiens qui ont dit que le Messie était arrivé, quand ils ont dit qu'il était arrivé, qu'il avait fait ceci ou cela. Des Nazoréens et des Ébionites ont dit très précisément que oui, Jésus existe, Marie existe également, qu'il y a bien une crucifixion, mais que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Et donc l'islam se constitue ainsi contre le judaïsme des origines. Donc il y a une guerre très très ancienne idéologiquement. D'abord, dans cette région précisément, Michel? Oui, non, pas seulement. C'est-à-dire partout où il y a des Juifs et partout où il y a des musulmans.
C'est-à-dire que quand Trump fait le matamor, là, en nous expliquant j'ai forcé la main, etc. Puisque la question qui a été posée, est-ce que c'est Israël qui vous a forcé la main? Il dit non, c'est plutôt l'inverse. Oui, voilà. oui. Enfin, bon, simplement, Israël a entre 3 et 4 000 ans d'existence et les États-Unis 250 ans. Donc, s'il veut penser en termes civilisationnels, qu'il arrête un peu de faire le matamor comme ça. C'est une guerre que l'islam mène aux Juifs. D'abord pour des raisons théologiques, je vous dis, on n'a pas le temps de développer, mais on pourrait le faire, pour des raisons théologiques, et puis parce qu'il est dit que le paradis est à l'ombre des épées. C'est écrit très précisément dans les textes que les musulmans reconnaissent eux-mêmes. C'est-à-dire que l'islam est un bellicisme revendiqué, et si c'est à l'ombre des épées, aujourd'hui on peut écrire que le paradis est à l'ombre de la bombe atomique, est à l'ombre du feu nucléaire. De sorte que la chose est dite très précisément depuis que les chiites sont au pouvoir en Iran. Ils veulent détruire Israël, exactement comme M. Mélenchon, exactement comme la France insoumise, tous ces gens qui veulent que la Palestine soit du fleuve à la mer, du Jourdain à la Méditerranée, c'est-à-dire on supprime Israël. Et donc ce sont des gens qui disent, nous on construit une bombe atomique et on veut détruire Israël. C'est pas très compliqué de se dire que depuis 40 ans, ils travaillent à un programme nucléaire avec pour viser la destruction de l'État d'Israël, qui plus est dans une tradition chiite qui, elle, est très dans le martyr. C'est-à-dire que si vous souffrez, si vous mourrez, si vous perdez la vie parce que vous avez mené un combat en faveur de Mahomet, alors vous avez le paradis et tous les avantages afférents. De sorte que si vous pouvez détruire 10 millions de juifs d'un seul coup et éradiquer de la carte la population juive, vous imaginez le paradis que vous aurez, la fête qu'on vous fera quand vous arriveriez. Donc c'est existentiel. Israël a raison de dire qu'effectivement, si la bombe atomique avait été mise au point, elle n'aurait pas été là pour dire nous vous en menaçons, puisque tous les jours ils menacent depuis 40 ans Israël. Donc évidemment, Israël se défend. Et je rappelle que cette guerre a donc 1400 ans, mais c'est la suite du 7 octobre. Si on veut vraiment l'écrire, c'est-à-dire que le 7 octobre, quand les Gazaouis, ou en Cisjordanie, mais quand les Gazaouis peuvent très bien fabriquer leur État, en disant regardez cette terre que vous nous donnez, je vous rappelle que Tsahal a quitté le territoire de Gazaoui pour le donner aux Gazaouis en disant faites-en quelque chose. Ils en ont fait quoi? Ils en ont fait un navire de guerre avec la possibilité d'avoir des souterrains à 50 mètres sous terre et plus de 500 km de souterrains. Ils ont fait une économie de guerre. Quand vous ne faites pas une économie de paix, mais une économie de guerre, c'est que vous voulez mener la guerre. Donc d'un côté, vous avez l'Iran, mais vous avez après le Hezbollah. C'est pour ça que j'ai entendu des amis qui m'ont dit ils attaquent encore le Liban. Je dis mais ils libèrent le Liban. Et c'est le Hezbollah qui a attaqué Israël. C'est depuis toujours, depuis tout le temps. Je suis allé plusieurs fois au Liban, j'ai vu comment les choses fonctionnent. Il faut aller sur place. Quand vous allez à Jérusalem, quand vous allez dans les territoires occupés, quand vous allez au Liban, vous comprenez les choses, quand vous voyez les choses, quand vous voyez les bâtiments éventrés, etc. Donc oui, c'est une guerre existentielle, c'est une vieille guerre qui dure depuis très longtemps. Avec la menace nucléaire, c'était catastrophique pour Israël, puisque c'était la disparition totale d'Israël et des Juifs d'Israël. Et donc, cette guerre, il fallait la mener. Et en fait, Israël n'est pas du genre à faire le matamor en disant « nous avons forcé le bras à Trump ». C'est plutôt du genre de Trump, mais simplement, cette guerre était nécessaire parce que c'est une guerre de civilisation. Parce que c'est pas étonnant que nous ayons l'Occident et l'Orient qui s'opposent sur ce sujet-là. Et pourquoi nous avons la France insoumise, les socialistes, une bonne partie des socialistes, y compris M. Gage, qui finissent par se retrouver derrière tous ces gens-là. On va en reparler dans un instant. Restons encore un instant sur Israël, qui se bat, vous l'avez dit, à la fois sur le front iranien et sur le front donc du Hezbollah, qui est en train effectivement d'éradiquer ce qui restait du Hezbollah. On va écouter l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, qui explique comment, et j'évoquais au début de l'émission cette opération d'une précision chirurgicale qui a permis d'éradiquer 45 hauts dignitaires iraniens dès la première frappe, le samedi, il y a pile une semaine. Il dit à quel point le service de renseignement israélien était infiltré en Iran et avait des données extrêmement précises. Écoutons Joshua Zarka. Ces cadres dont vous parlez étaient réunis dans 2 réunions. L'une là où se trouvait le guide suprême et l'autre dans un autre endroit. Ces 2 réunions ont été touchées et tous les participants ont été éliminés. Je pense qu'on a prouvé depuis assez longtemps qu'on a un bon contrôle de tout ce qui se passe en Iran et un bon savoir de tout ce qui se passe en Iran. De quel côté de quel côté du lit certaines personnes dorment même. C'est-à-dire que sur certains dignitaires, vous saviez de quel côté du lit ils dormaient, dans leur maison. Vous étiez à ce niveau-là de renseignement. On savait exactement ce qu'ils faisaient. C'est très intéressant de voir à quel point effectivement, cette opération a été menée grâce aux renseignements israéliens et américains. Le propre du renseignement, c'est qu'il faut être au plus près de la tête du régime. Et on voit bien que là, il y avait probablement des gens qui étaient au plus proche, puisque quand
l'ayatollah Khamenei est mort, des photos ont été faites et ont été envoyées. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire des photos, c'est que vous êtes sur place. Donc je présume que, je ne pense pas me tromper, mais que les services secrets israéliens sont du côté, ont infiltré également tout le programme nucléaire iranien, et qu'ils savaient très bien où c'en était. Et donc si ça démarre et si vous avez 50 ans devant vous, c'est pas exactement la même chose que si vous êtes en train de constater que les ogives sont presque prêtes et que finalement la disparition d'Israël était prévue pour dans 3 ans, 2 ans ou quelques mois. Michel Onfray, dans votre émission sur CNews et sur Europe 1, évoquons maintenant l'Iran, ce qui se passe en Iran. Donald Trump appelle les Iraniens à se révolter. En tout cas, pour l'instant, ils sont sous un tapis de bombes. Donc, il y a très peu de mouvement dans les rues et on le comprend parce qu'ils risquent la mort à chaque instant. Est-ce qu'il y a une option de changement de régime ? Est-ce que ce régime des Mollahs, qui est encore extrêmement solide, on le voit avec les gardiens de la Révolution qui sont implantés partout sur le territoire iranien, peut s'effondrer à un moment ou à un autre? Ou est-ce qu'on n'en est pas encore là à l'heure où on se parle? Tous les ennemis de Trump disent que c'est un populiste. Il se moque des peuples. Trump se moque des peuples. Et il se moque du peuple iranien. Quand il leur dit « résistez, nous arrivons », il met combien de temps avant d'arriver? Et combien de gens meurent avant d'arriver? Moi, le Normand que je suis sait combien il y a eu de morts le 6 juin 1944. Il y en a eu 20 000. On nous dit qu'il y a eu presque le double de morts dans la rue, parce que le régime des ayatollahs a tiré quasiment à la mitraillette sur les gens qui étaient dans la rue. On a fait savoir qu'il fallait viser les yeux, donc pas les jambes, pour dissuader, je ne sais quoi. Donc il a juste envie de changer de régime, mais pas pour faire une démocratie. Lui, il s'en moque s'il doit négocier avec un passe d'Aran ou un gardien de la Révolution qui finalement serait présenté comme un type sympathique, dont les enfants feraient leurs études aux États-Unis, ça existe. Hein. Et de dire, avec celui-là, on va pouvoir s'entendre. Regardez ce qui s'est passé avec Maduro. Il a pris le numéro 2, il a dit c'est vous le numéro 1 parce que vous êtes plus facile à gérer. Et si vous avez un Iranien, un ayatollah qui est susceptible de faire du business avec moi, tout va bien se passer. Puis le peuple, tant pis pour lui. Mais là, c'est Trump. Mais les Iraniens, est-ce qu'ils ont la capacité de reprendre le contrôle de ce pays ou pas? Ou est-ce que c'est trop tôt? Pour parler très concrètement, il faut un peuple armé. C'est tout. Et le peuple est désarmé. Et le peuple n'est pas armé. Et le peuple est désarmé. Et vous imaginez bien que dans une dictature, on n'avait pas la possibilité d'avoir un fusil de chasse, d'avoir un revolver ou un pistolet pour faire du tir dans un stand. C'est pas possible. Et donc, il faut aider. Il y a eu des parachutages pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des parachutages, et puis les armes arrivaient, et on a armé la résistance française. Donc là, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont susceptibles d'être identifiés comme procédant d'une vraie résistance, mais cette résistance-là, il faut l'armer. Et si vous voulez armer, il faut que des pays arment. C'est pas compliqué. Les vendeurs d'armes, ce sont des gens qui travaillent théoriquement avec les pays, avec les États, avec les nations. Moi, j'en connais en France. À chaque cérémonie officielle, il est facile à reconnaître par son physique. Là, on dirait un personnage d'Astérix. Et c'est un des grands vendeurs d'armes français. Ben, ce sont ces gens-là qui décident. Alors, ils ne décident pas tout seuls, mais qui vend des armes, ou les donne, ou les prête, ou les loue en disant on verra ça plus tard. Et à qui les donne-t-on? C'est ça le problème. Alors, j'ose espérer que les États-Unis sont en train de songer à ce genre de choses, mais on ne parachute pas non plus le Rezap à la vie en disant il arrive en parachute, il fait quoi, il se met où, et qui assure sa sécurité, il donne des ordres à qui? À qui s'adresse-t-il? Tout ça est assez problématique. Donc si on dit à Trump, on a trouvé un ayatollah sympathique avec lequel, un nazi gentil avec lequel vous allez pouvoir continuer à faire votre business, vendre votre pétrole, acheter votre pétrole, etc., etc. Des gens qui diront non, on va rien faire avec Israël, on s'entendra bien avec Israël. Il va passer le deal, c'est ça qui est problématique. C'est pas quelqu'un qui a le sens de l'histoire. Il n'a que le sens de lui-même. J'en connais un autre qui est comme ça. Alors justement, on va évoquer la position de la France, celle d'Emmanuel Macron, qui dans un premier temps a dit que la France n'était donc ni impliquée ni tenue au courant, histoire de bien montrer qu'elle n'a pas été du tout associée à la réflexion par ni Donald Trump ni Benjamin Netanyahou. Et la position a changé au moment où deux bases françaises aux Émirats arabes unis notamment ont été touchées par des attaques iraniennes. On voit que la doctrine française a évolué. On va écouter le président Macron. Il s'est adressé solennellement à la nation cette semaine depuis son bureau de l'Élysée. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de fait fermé. Le canal de Suez, la mer Rouge sont aussi sous tension et menacés. Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. J'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens,
son escorte de frégates fasse route vers la Méditerranée. Alors, c'est une façon de s'engager sans s'engager. On est sur une posture défensive, nous dit-on, du côté de l'Élysée. C'est-à-dire qu'on assure la sécurité et de nos ressortissants. 400 000 Français dans la région du Golfe, 30 000 qui étaient là plutôt de passage en vacances, et de nos bases et de nos soldats, Michel Onfray. C'est au théâtre ce soir, le plan là. Pourquoi ? C'est sérieux, c'est un porte-avions qu'on envoie, c'est une frégate qu'on envoie. Pablo Neruda, un premier plan. Alors, parce que là, vous parlez du décor. Non, pour nos auditeurs. Il y a que du décor, oui, mais je l'explique pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas vu l'image, et qu'il y avait un petit livre de Pablo Neruda à côté, un gros livre, si vous voulez, à côté d'Emmanuel Macron. Mais peut-être on s'intéresse d'abord à ce qu'il dit, non. Non. Alors vous voulez vous intéresser au décor. C'est pas que je m'arrête, c'est qu'il n'y a que du décor. Il n'y a que du décor. C'est-à-dire, il y a pas le discours, c'est tout. C'est-à-dire, vous n'avez pas par hasard un très gros livre de poésie d'un poète stalinien chilien, présenté comme le grand opposant de Pinochet. Et donc, vous avez vu, moi je suis le poète pendant qu'il y a une menace qui est Pinochet. Pinochet, c'est Jordan Bardella. Enfin bon, il faut lire tout ça. En plus de ça, c'est un très gros livre. Puis il a bien mis un signet pour montrer qu'il était presque à la fin. Hein. C'est-à-dire qu'il lit vraiment. Après ça, il a une lampe de mineur. Comme qui ? Comme le général de Gaulle. Après ça, il a un petit soldat de l'Empire. Donc, il n'y a pas que ce qu'il dit, Emmanuel Macron. Il y a ce qu'il montre avec tout ça. Et ça, c'est un vrai signal. Mais il dit des choses quand même. Il dit des choses avec Neruda, il dit des choses avec la lampe. Parce que moi, je prends toujours le pari avec quelqu'un qui me dit, t'as vu, il a dit ça. Je dis, on prend 24 heures, 48 heures, il va dire le contraire. Et il dit le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai décidé d'envoyer le Charles de Gaulle. C'est un escargot, le Charles de Gaulle. Oui. Ça va mettre 10 jours. Bah oui. Peut-être ce sera fini, la guerre, dans 10 jours. Et qu'est-ce qu'on va faire avec quand il sera arrivé sur place ? On va faire quoi avec cette... Sécuriser nos bases, c'est ce qui est dit. Sécuriser nos bases. Elles sont attaquées. Hein. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez des avions qui vous permettent de faire ça sans avoir besoin d'un porte-avions. Donc ça veut dire quoi ? Pourquoi ce déploiement de force ? Ce sont des effets d'annonce. C'est du Macron. Ce sont des effets d'annonce. La France ne compte plus pour rien du tout. Il fait du théâtre. Il manque plus que Jacqueline Maillan qui arriverait sur scène. Et puis, vous exagérez, Michel. Non, c'est du théâtre. Il ne fait plus que du théâtre. Les gens ont compris depuis 10 ans. Il dit quelque chose, il dit le contraire, il fait le contraire, il fait autre chose, il dit ailleurs autre chose, etc. Comment le croire ? Il nous dit j'envoie le porte-avions. Là, on peut le croire. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. La France est sortie du jeu. Le porte-avions se dirige vers la Mais Méditerranée. oui, d'accord. Puis après, on va arriver à la fumée des cierges. Et donc, ça ne sert à rien, ce genre de discours. Exactement le même discours qui est fait devant un sous-marin nucléaire. Tout ça, c'est de la communication. La France est sortie du jeu. Il a sorti la France du jeu, il est l'homme de la sortie du jeu clair et net sur la totalité de la planète, il n'a plus que ça. Je donne un claquement de doigts, je fais un claquement de doigts, la presse arrive et le président de la République s'exprime. S'exprime pour dire quoi ? Pour montrer quoi ? Mais quand même que la France soit présente sur ce théâtre d'opération avec le navire amiral de sa flotte, c'est pas rien, Michel. C'est quand même dire que la France est là, elle est présente et qu'on peut la respecter. Vous qui aimez notre pays plus que tout. Parce que j'aime mon pays plus que tout, j'ai pas envie qu'il soit maltraité comme ça. Et je n'ai pas envie qu'un personnage comme ça l'incarne. Et j'ai surtout pas envie qu'un personnage comme ça parle en son nom pour faire ce qu'il fait. Oui, mais c'est le président de la République. Oui, mais alors Il a été démocratiquement élu. Oui, avec un président de la République qui, à chaque fois qu'il perd des élections, dit qu'il les gagne. Mais celle-là, il l'a gagné. Non, mais vous savez, il y a on a souvent eu ce débat, Michel. Non. L'élection présidentielle. Je n'allais pas vous parler des présidentielles, j'allais vous parler des élections législatives. Je suis d'accord, celle d'après, pourquoi pas. Il a perdu les législatives et il a nommé en Premier ministre des gens qui ont perdu ces législatives. Vous perdez votre légitimité si nous voulons être gaulliens. Si vous avez une légitimité, c'est parce que le peuple vous la donne. Si le peuple vous reprend cette légitimité, vous ne l'avez plus. Au minimum, il fait profil bas, d'une part. D'autre part, s'il n'a pas été consulté, c'est parce qu'il ne pèse plus rien. Donald Trump, là, après, l'a appelé depuis pour l'informer de l'état des opérations militaires. Il suffit juste qu'il regarde la télévision pour être un peu au courant. Je pense que parfois, le président de la République découvre les informations à la télévision, alors qu'en temps normal, les services secrets américains ou les services secrets israéliens auraient pu l'en informer si nous avions eu de bonnes relations avec ces pays, ce qui n'est pas le cas. Un petit mot, Michel Onfray. J'ajoute quand même que quand il nous dit que quand les États-Unis et Israël attaquent, ils ont tort d'un point de vue du droit international. C'est ça, absolument. Que le lendemain, quand il a dit... Il ne respecte pas le droit international. Après, il ajoute, nous envoyons le porte-avions, et après, il dit à Pedro Sanchez... Voilà, j'y venais. Ah ben, je ne savais pas. C'était ça. Il apporte son soutien à Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, qui a refusé 2 bases aériennes espagnoles pour les opérations militaires américaines. Voilà. Donc, un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche, un coup de barre au centre, un coup en avant, un coup en arrière, ça s'appelle la France. Non, c'est pas ça, la France. C'est un cap. Nietzsche disait un oui, un non, une ligne droite. Un chef d'État, c'est ça. C'est le contraire, Emmanuel Macron. Et là, il s'en vient dire, au nom de l'Europe, mais qui est-il pour parler au nom de l'Europe ?
Déjà, je vous disais qu'il est assez peu habilité à parler au nom de la France parce qu'il a perdu des élections qu'il a fait comme s'il les avait gagnées, législatives. Et là, vous avez un personnage qui dit, au nom de l'Europe, je vous dis... Mais qui le mentionne, qui le mandate, pardon, pour parler au nom de l'Europe et dire à ce Premier ministre... Mais Trump a menacé l'Espagne de rupture de négociations commerciales, d'embargo total. Enfin, quand même, il y a une menace réelle. Il a raison. Écoutez, l'Espagne dit, vous n'utiliserez pas nos bases. Trump dit très bien, moi je vais voir ce que je peux faire avec le commerce. Il a raison, ça s'appelle faire de la politique. Simplement, le premier qui dit vous n'allez pas poser vos avions, il déclare les hostilités, c'est tout. Il faut choisir son camp dans cette aventure. Ça, c'est sûr. Eh bien, l'Espagne a choisi l'ayatollah, l'Iran des ayatollahs, comme Mélenchon, comme le Parti communiste, comme une partie de la gauche. Ils ont choisi leur camp. Vous avez le droit, quand vous êtes dans le camp d'en face, de dire que vous ne faites pas partie des amis. C'est tout. Nous avons choisi avec la France, et je ne suis pas représenté par ce chef de l'État, il a choisi de célébrer Pedro Sanchez qui lui dit qu'il ne fallait pas toucher à ce régime dont je vous ai dit tout à l'heure qu'en quelques jours il avait fait autant de morts que le débarquement en Normandie. Non, moi j'ai choisi mon camp, je suis du côté... J'ai pas été du côté des attaques de l'Irak, du côté des attaques de la Syrie, des attaques Ni de la Libye. Hein. Je ne fais pas partie de ces philosophes va-t-en-guerre qui estiment que dès qu'il y a un problème, il faut envoyer des avions américains. Mais je pense que sur ce sujet, il y a effectivement un avenir civilisationnel. Et si on veut même redonner un peu, ne serait-ce qu'un présent, je ne parle même pas d'un avenir, mais à la France, eh bien on choisit son camp. Mais c'est quoi choisir son camp si on choisit le camp des Américains et d'Israël? Ça veut dire que 20% des gens qui votent pour Mélenchon, tous ces gens qui sont dans les banlieues, tous ces gens qui sont narcotrafiquants et qui sont dans des perspectives de relations avec l'Iran, c'est que l'Iran parfois va chercher chez les narcotrafiquants des petites mains qu'on ne paye pas très cher pour aller abattre des gens. L'Iran aujourd'hui est en train de menacer certains Iraniens qui sont aujourd'hui sur nos plateaux de télévision en train de défendre l'Iran. Et ces gens-là sont menacés par des petites frappes qui sont payées par... alors, tout ça fait sens quand même. Hein. Donc un chef de l'État qui n'a pas le souci de la population iranienne, de la population israélienne, de la France, du souci de la France, de la présence de la France, et qui n'a que le souci de lui-même et de ses banlieues qu'il faut calmer, n'est plus quelqu'un qui dirige la France. Il ne dirige que lui-même. Michel Onfray, on va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. Le débat est passionnant. On va le reprendre sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite Face à Michel Onfray. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, parlons un peu des Français, des inquiétudes des Français, parce que, je le disais tout à l'heure, ils savent très très bien ce que c'est la guerre, ils savent toujours que c'est une mauvaise nouvelle. Ils ont compris ce qui se passe au Proche-Orient, qu'ils seraient impactés d'une façon ou d'une autre. Ça peut se faire à travers l'économie, puisque le fait que le détroit d'Ormuz, où passent les tankers avec du pétrole et du gaz, soit bloqué, bien évidemment, ça va faire monter les prix des carburants. Il y a aussi cette menace sur la sécurité intérieure. On l'a évoqué il y a quelques instants, avec ce risque d'attentat terroriste. L'Iran menace l'Europe et tous ceux qui interviendraient dans le conflit. Et le passé nous a enseigné que la menace iranienne était très présente sur le sol français. La France a payé le prix du sang, attentat dans les années 80 à Paris. Je pense aussi aux parachutistes français morts à Beyrouth dans l'attentat du Drakkar en 1983. On connaît cette menace, évidemment, elle est omniprésente. Ils sont assez lucides, les Français, sur ce qui est en train de se passer, Michel Onfray. Ah oui. Bien sûr, mais ça fait des mois et des mois et des mois qu'on nous dit que le danger, c'est Poutine. Et que ce que nous craignons à l'Élysée, sur les Champs-Élysées, ce sont les chars russes qui descendraient, qui feraient le tour de l'Arc de Triomphe. Et on nous dit qu'il faut se préparer à la guerre. Je me rappelle que quand on a le chef d'état-major qui s'en vient nous dire qu'il faut se préparer à la guerre, c'est pas une guerre contre l'Iran, c'est une guerre contre les Russes, qui, eux, ont très, très précisément fait savoir quel était leur projet civilisationnel, leur projet culturel, qui n'intègre pas la France. Alors je veux bien qu'on soit plus polonais, ukrainien, lettonien, lituanien, estonien, etc., que français, je veux bien, dans cette perspective européiste qui fait la loi désormais, mais là nous avons effectivement des menaces concrètes. Nous avons des cellules dormantes, et je vous le disais tout à l'heure, tous ces gens qui grenouillent dans les milieux des narcotrafiquants, tous les gens un peu jeunes gardes, etc., toute cette milice qui n'attend que ça, c'est une milice qui est au service de la haine de l'Occident. Oui, mais pas forcément au service de l'Iran. La haine de l'Occident, elle est portée par qui aujourd'hui? Par malheureusement beaucoup de monde. Oui, mais actuellement de manière malheureusement dangereuse. beaucoup de monde. Oui, mais on craint rien. Vous savez, moi, un temps, j'ai voulu faire un livre qui aurait opposé les Iraniens à l'Arabie Saoudite. Je suis allé dans les Émirats arabes et j'ai vu comment surgissaient du désert des villes incroyables, avec une tradition culturelle nulle. Je ne veux pas être méprisant, mais je veux dire, vous avez dans l'hôtel où j'étais, il y avait des photos où on disait, voilà, il y a 80 ans, voilà ce que c'était ici, et vous avez des chameliers, des gens qui gardent des moutons, et qui sont là avec des toiles de tente, et on se dit, effectivement, il y a eu un passage incroyable.
alors que vous avez 4, voire 5000 ans d'histoire perse. Et donc, j'ai été reçu 2 fois à l'ambassade d'Iran, il y a plusieurs années, pour voir la faisabilité de ce voyage. Donc, il y avait quelqu'un qui en turbané, qui m'écoutait, et puis il y avait quelqu'un qui prenait plein de notes, et puis ça ne s'est pas fait. Mais je crois qu'effectivement, on doit pouvoir opposer aujourd'hui, dans le monde musulman, des chiites, des sunnites, et éventuellement, parmi les chiites, des gens qui ne sont pas pour un djihad planétaire. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on voit d'un seul coup, hop, un missile qui est parti en direction de la Turquie. Il se passe quoi? De Chypre. Missile en direction de... alors Chypre, donc oui, bien sûr, l'Azerbaïdjan, etc. et autres pays. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème entre les musulmans. C'est le moment de faire de la politique, véritablement. C'est d'ailleurs ce que faisaient les Israéliens quand ils avaient un certain nombre d'amis qui étaient en train de régler le problème. Pourquoi y a-t-il eu le 7 octobre? Parce qu'effectivement, il fallait casser ce processus de paix, ce processus d'amitié. Nous en parlerons avec Freud et Einstein tout à l'heure. Mais la construction de quelque chose de politique qui permettrait de dire, et si nous baissions un peu la pression? Nous avons avec le Maroc un allié potentiel. Le roi du Maroc assure la position, qui est comme le grand commandeur des croyants, qui a une position très intéressante avec lequel nous aurions pu travailler. Moi, il y a très longtemps que j'ai fait savoir que nous pouvions travailler avec la Turquie avant que la Turquie ne se braque, parce qu'on voulait l'intégrer à l'Europe, ce qui n'était pas une bonne solution, mais il fallait travailler avec. Nicolas Sarkozy avait fait un magnifique discours sur la question des 2 rives de la Méditerranée. J'en avais parlé à Henri Guénaud, qui était un peu la plume de ce discours magnifique. Mais ça, c'était un beau projet. Cette façon de dire, il faut réunir les 2 rives de la Méditerranée. Et il y avait, alors ça c'est moi qui parle, pour le coup, c'était pas Nicolas Sarkozy, mais il y avait la possibilité de donner à la Turquie, à qui on n'aurait pas donné l'adhésion à l'Europe, en disant vous avez le leadership de la relation entre l'Europe, entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée. Et faites de telle sorte qu'avec un certain nombre de musulmans fréquentables, souvent les sunnites, même si les chiites sont parfois fréquentables quand ils ne sont pas des terroristes, quand ils ne sont pas, etc., faites de telle sorte que vous puissiez produire un arc civilisationnel. Parce qu'il y a un arc civilisationnel méditerranéen, parce qu'il y a eu dans tous ces endroits-là des temples romains, et des présences grecques et des présences romaines, parce qu'il y a un point commun et un trait commun. Ça, c'était faire de la politique, c'était faire ce que le général de Gaulle aurait pu faire. Nous n'avons pas fait ça, ça fait 20 ans que ça dure, et nous sommes effectivement perdus dans cette aventure parce que nous n'existons plus, nous ne comptons plus. Au Liban, nous avions un rôle à jouer, le Liban était un pays formidable, et toujours d'ailleurs un pays formidable. Mais quand vous y allez... C'était gangréné par le Hezbollah. C'était gangréné par le Hezbollah. Et quand vous voyez aujourd'hui que le Hezbollah est en train de se faire attaquer par les Israéliens, ça libère le Liban. Les Libanais se disent, mais si le Liban pouvait redevenir libanais, s'il pouvait continuer à travailler, qu'il pouvait continuer à exister, ce beau pays qui lui aussi fait les frais du terrorisme de l'Iran, on se dit, bah oui, il y a des positions à prendre qui sont très claires et qui ne sont pas prises d'un point de vue de la France. Michel Onfray, on est dans votre émission sur CNews et sur Europe 1. Évoquons maintenant la dissuasion nucléaire française. Gros dossier. Le président Macron avait prévu depuis longtemps un discours qui est tombé cette semaine sur une nouvelle stratégie concernant cette dissuasion nucléaire. Elle associerait des partenaires comme, je le disais, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark et la Grèce. On va l'écouter. Il avait fait une allocution, pour le coup, très mise en scène sur l'île Longue. Vraiment, le décorum était vraiment très intéressant et imposant. Écoutons ce qu'il dit et on va s'intéresser à cette dissuasion nucléaire française. Une nouvelle étape de la dissuasion française peut donc se concrétiser. Nous entrons sur le chemin de ce que j'appellerais la dissuasion avancée. Je préfère le dire tout de suite, il n'y aura aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification, ni de sa mise en œuvre. En vertu de notre Constitution, elle appartient au seul président de la République, comptable devant le peuple français. En conséquence, il n'y aura pas non plus de partage de la définition des intérêts vitaux qui restera d'appréciation souveraine pour notre pays. Et pour cette raison, comme dans les autres alliances nucléaires, y compris lorsqu'elles ont des plans et des procédures, il n'y aura pas de garantie au sens strict du terme. Ce que dit Emmanuel Macron. Alors, aucun partage de la décision ultime. Elle n'appartiendra qu'au président français. Est-ce que ça vous va sur la dissuasion nucléaire, Michel Onfray? Ouvrez le feu. Alors moi, je pense qu'Emmanuel Macron, quand il dit quelque chose, il le fait, qu'il est un homme de parole, que quand il dit quelque chose, il ne dit pas le contraire. Et alors, que vous me perdez là, allez-y.
C'est de l'ironie, hein, vous aurez compris. J'ai bien compris. Donc la stratégie d'Emmanuel Macron, il le fait avec le drapeau européen derrière lui. Français aussi. Oui, français aussi. Français aussi. La France qui court derrière en disant, etc. Je vous rappelle que depuis Maastricht, permettez que je cite le mot, au moins une fois par émission. 1992, vous avez quota. le drapeau européen là et le drapeau français un peu derrière. Là, ils étaient côte à côte. Oui, oui, non, serait devant. C'est métaphorique. C'est métaphorique. J'entends bien qu'ils sont confondus pour des logiques de communication. Mais il nous a dit très précisément ce qu'il allait faire. Il ment autant que Trump. Il nous a dit qu'il faudra une défense européenne qui sera d'ailleurs une défense allemande. L'Allemagne triomphe. L'Allemagne triomphe. D'ailleurs, Merz était flatté par Trump, qui ne fait que flatter ou qu'insulter ou cracher au visage des gens. C'est sa logique et son comportement. Nous avançons à petits pas vers une défense européenne commune dans laquelle le bouton nucléaire ne sera pas à la main du chef de l'État. Il y a des dossiers qui existent et qui nous montrent qu'il va y avoir lieu, qu'ils vont, eux, constituer un conseil qui sera décisionnaire. Qui sera le patron du conseil décisionnaire? La France, dit-il. Oui, lui. Bah oui. Lui. C'est notre décision. Non, c'est pas la France, lui. C'est lui. Je pense que lui, il se dit, dans quelques mois, il va falloir que je trouve un job, et ce sera un job formidable pendant 5 ans, de piloter le conseil qui pilotera l'usage nucléaire. Moi, j'ai quelques bouteilles de vin, je ne les mets pas chez des bons copains un peu partout en France en disant j'ai des bouteilles chez un copain de Dunkerque, chez un copain de Brest, chez un copain de Strasbourg et chez un copain d'Avignon. Parce que ces copains, ils peuvent se fâcher avec moi et je risquerais de perdre mes bouteilles. Eh bien, c'est exactement la même chose quand vous allez disséminer l'ensemble de votre dispositif nucléaire sur des pays qui sont susceptibles d'être nos ennemis, sont tellement susceptibles d'être nos ennemis qu'ils le sont déjà. Je vous rappelle que quand l'Allemagne n'achète pas... Ah oui, quand l'Allemagne n'achète pas d'avions français, oui. D'avions français, quand il y a un projet d'avion européen et que l'Allemagne torpille l'avion européen pour acheter des avions américains, est-ce que ce sont des amis? Le général de Gaulle disait fort justement que nous n'avions pas d'amis, nous n'avions que des intérêts. Et il a raison, et il avait raison. Et c'est comme ça avec les humains aussi. Il faut lire La Rochefoucauld, il faut lire les moralistes français du XVIIe siècle. Et quand ces gens d'un seul coup deviennent nos ennemis, qui aurait pu croire qu'un jour un chef de l'État américain ait envie d'envahir le Groenland? Qui aurait pu penser ça il y a 2 ans? Personne. Donc là, on dit... Les États-Unis l'ont dit depuis longtemps, mais bon, qu'ils voulaient racheter le Groenland, ça fait plusieurs années qu'ils le disent. Mais disons depuis 10 ans, si vous voulez. J'ai tort sur 2 ans, mais disons sur 10 ans, personne ne pouvait imaginer une chose pareille. Donc là, c'est quand même très visible que l'Allemagne, que l'Europe de Maastricht, elle a été allemande. Il faudrait s'expliquer, d'ailleurs. On fait d'ailleurs un numéro sur la collaboration, les collaborations au sens large du terme à Front Populaire, mais pourquoi Mitterrand a-t-il à ce point méprisé la France, abandonné la France, voulu offrir la France à l'Allemagne? Et pourquoi ça continue aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que le premier déplacement à l'étranger, moi je dis à l'étranger, je ne fais pas comme ceux qui disent que le ministre des Affaires étrangères est de l'Europe. Non, on va à l'étranger quand on s'en va en Allemagne. Pourquoi est-ce que c'est le premier vol de tous les présidents. Oui, mais de François Hollande, qui se prend la foudre d'ailleurs. Il aurait dû relire un peu les Grecs et savoir que quand la foudre vous tombe dessus, c'est que les dieux ont des choses à vous dire. Et pourquoi est-ce qu'il s'en va voir Mme Merkel? Alors, je viens d'être élu, j'arrive juste chez Mme Merkel en lui donnant les clés de l'Élysée. C'est une soumission française? Oui, c'est une soumission française à l'Allemagne et c'est une soumission française à l'Europe. C'est donc une démission de la part de la France. C'est-à-dire que cette stratégie nucléaire, pour faire avaler les petits morceaux, comme avec les enfants, une demi-cuillère pour papa, une demi-cuillère pour maman, là on vous dit... Le bouton sera français. Non, le bouton ne sera pas français. Il y aura une commission qui décidera, dans laquelle le président de la commission peut être français. Mais quand on a un Français si peu français, c'est pas la France. Ah, si le général était là, Michel. Hein. Ben oui. On va l'écouter. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que des Marine Le Pen et des Marion Maréchal aient gobé le truc. Et qu'il n'y a que Florian Philippot, par exemple, qui lui a clairement vu comment ça fonctionnait. Mais les autres disent, bon, si le bouton reste français... Mais enfin... Vous savez, il y a du performatif en linguistique. C'est-à-dire quand vous dites « dire c'est faire », c'est Austin qui est un philosophe qui a appelé son livre comme ça, « dire c'est faire ». Je vous déclare mari et femme quand vous êtes mère ou quand vous êtes prêtre. Et d'un seul coup, du simple fait que la chose ait été dite, etc. Le meilleur des chefs de l'État, c'est celui qui parle peu, qui parle bien et qui, quand il a parlé, fait. Voilà. C'est très exactement le contraire de lui. Le général de Gaulle aurait dit « le bouton restera aux mains de la France », tout le monde l'aurait cru. Alors écoutons ce qu'il disait, notre général de Gaulle, en 1965, à propos de cette dissuasion française, très intéressant dans les mots qu'il emploie. Oui. Au point de vue de la sécurité, notre indépendance exige, à l'ère atomique où nous sommes, que nous ayons les moyens de dissuader nous-mêmes
un éventuel agresseur, sans préjudice de nos alliances, mais sans que nos alliés tiennent notre destin dans leurs mains. Or, ces moyens, nous nous les donnons. Sans doute nous impose-t-il un méritoire renouveau, mais il ne nous coûte pas plus cher que ceux qu'il nous faudrait fournir à l'intégration atlantique, sans être sûrement protégés pour autant si nous continuons de lui appartenir comme auxiliaires subordonnés. Nous en venons au point où aucun État du monde ne pourrait porter la mort chez nous sans la recevoir chez lui, ce qui est certainement la meilleure garantie possible. Voilà Michel Onfray, le général de Gaulle en 1965. Tout est dit. Ah, mais tout est dit. On pourrait même le réécouter. Oh non, oui, on peut le faire en replay sur l'appli CNews et Ah oui, Europe 1. tout est dit. Et quiconque dira qu'il est gaulliste aujourd'hui en nous faisant savoir qu'il faut aller disséminer nos armes nucléaires partout en Europe et qu'un conseil doit décider du bien fondé de l'utilisation, etc., il est un menteur. Exactement comme est menteur celui qui ajoute une croix de Lorraine sur les armes de l'Élysée. Je ne parle de personne. De personne, non, arrêtez. Mais, halte au feu. Où vous dites le général de Gaulle est quelqu'un qui m'inspire, moi, en tant que chef de l'État, moi, Emmanuel Macron, auquel cas je suis légitime à ajouter une croix de Lorraine, ou vous ajoutez une croix de Lorraine et en même temps vous faites le contraire de ce que dit le général de Gaulle. Là, c'est quand même très clair. Lui, c'est pas emberlificoté. Sujet, verbe, complément, point, sujet, verbe, complément, une idée, une pensée, on va jusqu'au bout, on a une théorie, on a une thèse, c'est comme ça que ça fonctionne. Chez Emmanuel Macron, ça ne fonctionne pas très exactement de la même manière. La doctrine, elle est là, elle est très précisément dite. Ce sont nos meilleurs amis qui souvent deviennent nos meilleurs ennemis, hélas. Prêtez de l'argent à quelqu'un, vous allez vous en faire un ennemi. Votre meilleur ami, prêtez-lui de l'argent, etc. Donc c'est ainsi que fonctionne la nature humaine. On paye toujours les bienfaits qu'on donne. Faites du bien à quelqu'un, à un moment donné, on vous fera payer. On n'est jamais bon impunément. Le mal vous revient au visage quand vous avez donné du bon et du bien. Ça marche avec les États. Exactement de la même manière. Et on ne peut pas dire que l'Allemagne avance masquée, ce n'est pas son genre. Non. Et donc, quand elle avance très précisément en disant nos intérêts d'abord et pas les intérêts français. Et la France dit vous avez tellement raison que nos intérêts sont aussi les vôtres. Allez, Michel, il est temps de faire le point philo. À l'heure justement où cette guerre est partout, notamment dans le Golfe Persique, vous nous proposez une œuvre que je ne connaissais absolument pas, qui a été coécrite en 1933. Par Einstein et Freud. Pourquoi la guerre? Alors expliquez-nous déjà comment cette œuvre est née et qu'est-ce qu'elle dit, pourquoi la guerre? Alors vous êtes honnête en disant que vous ne la connaissez pas parce qu'il faut vraiment avoir lu l'œuvre complète pour retrouver ces quelques lettres échangées qui ont fait l'objet d'une belle édition chez Lerne, d'un petit éditeur. Et ce sont quelques lettres échangées entre ces deux individus qu'on avait sollicité justement à l'approche de la guerre en disant alors guerre ou pas guerre. Et 33, donc on est en 33. Ah oui, avec le nazisme qui arrive au pouvoir. Absolument. C'est très bien à ce moment-là que dès que Hitler arrive au pouvoir, il suffit de lire Mein Kampf, il suffit de voir l'effort militaire, il suffit de... Pas besoin de dire est-ce qu'ils veulent ou est-ce qu'ils veulent pas la guerre. Ils la préparent, ils la feront donc. Et donc, la thèse d'Einstein, elle est extrêmement simple. Lui, il est optimiste. Il est pour un genre de société des nations, de fédération des peuples qui empêcherait la guerre et tout le monde s'aimerait, etc. Bon. C'est généreux, mais il était meilleur physicien que psychologue. Et il a mieux fait avec la relativité et la fission de l'atome qu'en termes de philosophie. Freud n'est pas mon pain quotidien, on le sait. Non. Je ne défends pas. On a l'occasion de la psychanalyse, au sens la psychanalyse freudienne soigne. J'ai rencontré récemment une jeune psychanalyste et il y a des jeunes psychanalystes qui sont revenus aussi de la théorie freudienne, de l'analyse qui ne fonctionne pas. Lui-même, Freud le dit. À la fin, il écrit un livre qui s'appelle « Analyse avec fin, analyse sans fin », où il dit « Mais moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour régler des problèmes, mais un jour, la pharmacie réglera le problème. » C'est lui-même qui le dit. Parenthèse fermée, la réponse de Freud sur la question « Pourquoi la guerre ?» Il dit « Il y a une pulsion de mort. » Thanatos. Et il y a aussi chez l'homme une pulsion de vie, Eros. Et il y a un combat perpétuel. Thanatos, si vous ne contenez pas cette puissance de mort, vous aurez la guerre ou vous aurez l'agressivité. Et comment contient-on les pulsions de mort? Parce qu'il appelle un surmoi. Le surmoi, c'est quoi? C'est l'État,
c'est la morale, c'est la religion, c'est tout ce qu'on fait pour contenir l'inconscient. Il dit il y a un inconscient qui nous fait fonctionner avec un cerveau reptilien qui nous fait agresser, voler, piller, désirer, massacrer ou je ne sais quoi. Et il dit la civilisation, et c'est là que je défends Freud, parce qu'il y a un Freud théoricien de l'analyse, je pense que ça ne marche pas, lui-même le dit d'ailleurs à la fin, et puis un Freud qui est penseur de la civilisation. L'avenir d'une illusion, malaise dans la civilisation, et ce tout petit texte, ce sont des échanges de lettres, et Freud dit à un moment donné, si vous voulez vraiment travailler à l'empêchement de la guerre, il vous faut un régime aristocratique, pas démocratique, autoritaire, qui soit capable de contenir les pulsions des individus. C'est ce qui fait qu'il a un psychanalyste italien qui vient le voir un jour et qui lui dit « Vous ne pourriez pas faire une petite dédicace à un certain Benito Mussolini ?» Et Freud prend le livre, et le livre est « Pourquoi la guerre ?» et il signe une dédicace, il rédige une dédicace à Mussolini en disant « Bravo Mussolini », en substance, hein, Bravo Mussolini, vous êtes l'homme qui effectivement contient la guerre. Ouais. Et c'est une erreur. C'est pas visionnaire. Mais bon, la guerre, elle arrive après avec Hitler et les gens qui vont le suivre, les puissances de l'Axe et ce genre de choses. Donc c'est très intéressant cette pensée civilisationnelle de Freud qui nous dit que si on lâche les instincts, s'il n'y a plus de surmoi, s'il n'y a plus de morale, s'il n'y a plus d'école, si vous voulez parler pour aujourd'hui, s'il n'y a plus de morale familiale, s'il n'y a plus de morale religieuse, eh bien effectivement, les instincts se lâchent. Donc ça, c'est les pulsions de mort, c'est la guerre. C'est la pulsion qui de mort. survient régulièrement. Voilà. Et lui, il a été choqué d'abord parce que son fils est parti à la guerre et qu'il a vu la Première Guerre mondiale pour le coup, et qu'il a vu ce ravage qu'était la Première Guerre mondiale, et il a vu comment ça fonctionnait. Il dit mais il y a en l'homme une pulsion de mort. Alors on dit bah ouais, c'est comme la vertu dormitive de l'opium, c'est-à-dire l'opium fait dormir, bah oui, mais c'est pas comme ça qu'on a défini l'opium. Mais il y a quand même quelque chose comme ça et qui est physiologique chez Freud. C'est ça qui m'intéresse et qui m'intéressait et qui m'intéresse. Au départ, il dit il y a un plasma germinal. C'est quoi le plasma germinal? C'est du corps. Aujourd'hui, on dirait le système neurovégétatif, si vous voulez, du corps et de la chair. Et puis, il dit, dessus, je pose une métaphore, l'inconscient. Il appelle ça des topiques. Inconscient, préconscient, conscient, première topique. Deuxième topique, moi, ça, sur moi. Donc, c'est de la métaphore. Il le dit lui-même, Freud. Et par la suite, les gens diront de cette métaphore que c'est une existence scientifique. Ce n'est pas une existence scientifique. L'existence scientifique, c'est le plasma germinal. Et il dit, dans le plasma germinal, et ce n'est pas du tout métaphorique, il y a ce truc qu'il appelle la pulsion de mort. Et il dit, cette pulsion de mort, si on ne la retient pas, si on ne la contient pas, si on n'en fait pas quelque chose de civilisationnel, alors elle va générer la violence sociale, ce qu'on voit, gamins de 14 ans qui donnent des coups de couteau à leurs copains dans un collège, des garçons qui violent des petites copines, des petites filles au primaire, des gens qui, parce que vous avez klaxonné, parce que le type ne démarrait pas assez vite, sortent de la voiture, vous mettent un coup de couteau, ils vous égorgent, etc. Et la réflexion de Freud, la réflexion civilisationnelle de Freud, elle est extrêmement intéressante. Et cette idée que si vous avez un régime démocratique, il ne fait jamais le nécessaire pour que les pulsions soient contenues. De son tragique. Hein. Alors donc, ça veut dire quelle est la solution si ce n'est pas un régime démocratique? Eh ben, c'est pour lui. C'est une aristocratie de type autoritaire, un peu néofasciste. Il fait l'éloge du chancelier austro-fasciste, du chancelier hongrois. Mais nous préférons la démocratie. Non, moi je défends la démocratie. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas autoritaire, j'enlève autoritaire, qui est républicain démocrate et qui ne veut pas d'un régime fasciste et qui a bien compris ces choses-là, il s'appelle le général de Gaulle. Et voilà, on y revient, comme toujours. Merci beaucoup Michel Onfray. Pourquoi la guerre cette correspondance en fait entre Einstein et édition de Lerne, parce qu'il y a une jolie édition de Lerne, voilà. Oui. Pas facile à trouver, mais on la recommande. Si, on trouve ça. Oui. Chez notre libraire, évidemment. Oui. Merci beaucoup Michel Onfray. On se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.